Quand l'apocalypse commence, les gens se transforment en zombies, et des monstres apparaissent partout. Mais tout ce chaos ne dérange pas notre gars, car il reçoit un jeton mystérieux qui lui donne accès à une prison remplie de monstres puissants qui doivent le servir. De plus, à l'intérieur de cette prison, il peut stocker des ressources qui ne se périment jamais, garder des animaux vivants, et même cultiver des plantes sans se soucier de l'apocalypse extérieure. Mais tout s'arrête brutalement lorsque sa petite amie et son meilleur ami le trahissent et lui volent le jeton. Il rit et le frappe comme s'il était un déchet, puis l'asperge d'essence et y mettent le feu. Ces salauds de fous sont persuadés qu'ils s'en tireront. Mais notre gars, brûlant dans les flammes, supplie désespérément l'univers de lui accorder une seconde chance, et il l'obtient en remontant dans le temps, avant que toute l'apocalypse ne commence. Surpris de trouver un monde en paix et ignorant l'apocalypse imminente, Xiaoyan est déterminé à ne pas répéter ses erreurs. Il rompt immédiatement avec sa petite amie toxique et en mal d'attention qu'il a autrefois trahi. Désormais libre, notre héros se réjouit d'un nouveau départ. Chez Rulan, elle jette son téléphone de frustration, furieuse que Xiaoyan est raccroché et les bloqué. Shujin est allongé sur son lit, suggérant que notre protagoniste a peut-être découvert leur relation secrète. Rulan rejette cette idée, affirmant que c'est impossible car elle croit que Xiaoyan est un idiot. Malgré son comportement récent, elle pense que notre protagoniste agit de manière irrationnelle et qu'il finira par revenir vers elle. Elle prévoit de lui réclamer le jeton quand il reviendra en rampant, une stratégie avec laquelle Shujin est d'accord. La scène change et montre la sœur de Xiaoyan qui lui demande pourquoi il a fait 30 km en taxi juste pour récupérer l'héritage familial. Remarquant un changement dans ses yeux, elle lui demande ce qui lui est arrivé. Notre héros lui demande simplement si elle lui fait confiance, et elle hoche la tête avec assurance, lui rappelant comment ils ont toujours compté l'un sur l'autre. Le serrant dans ses bras, elle rassure notre protagoniste que sa confiance est inconditionnelle, et elle croit que ses actions sont pour son propre bien. Xiaoyan lui tapote la tête et lui dit de faire ses valises pour rentrer immédiatement à la maison avec lui. Elle accepte d'être prête dans 2 heures, souriant et réaffirmant sa confiance en lui sans demander de détails. Cette fois, notre protagoniste est déterminé à s'assurer que Yoon survive. Plus tard, l'héritage repose dans la main de Xiaoyan, semblant tout à fait ordinaire. Soudain, le feu dans ses yeux se déverse dans le jeton, l'attirant dans ses profondeurs. Notre héros se retrouve devant les 6 grands enfers, entouré de créatures monstrueuses et d'une aura de terreur omniprésente. Il remarque que des éclairs entourent la structure, réprimant les démons piégés à l'intérieur de ses limites. Voyant une silhouette à proximité, Xiaoyan exige de connaître son identité. Elle se présente comme Sudaji et s'adresse à lui en tant que gardien de la prison des enfers. Sudaji explique qu'il y a des dizaines de milliers d'années, l'empereur immortel a rassemblé les 12 immortels pour forger la tour de suppression des démons. Cette structure est les 6 grands enfers. Au fil des millénaires, d'innombrables bêtes féroces et dieux pécheurs ont été emprisonnés ici pour leurs transgressions, condamnés à subir l'agonie des éclairs brûlant l'âme jour et nuit. Elle révèle que le jeton dans sa main est la clé de ces portes, ce qui fait comprendre à Xiaoyan pourquoi elle s'adresse à lui en tant que gardien. Sur sa suggestion, notre protagoniste entre dans la prison pour inspecter les détenus. Alors qu'il entre, des éclairs fulgurants se précipitent vers eux. Sudaji crie un avertissement, mais le feu dans les yeux de notre héros les protège tous les deux. Impressionnée, elle tend la main pour toucher son visage, remarquant que ses yeux sont la graine de feu du néant. Ce pouvoir lui a permis de recommencer sa vie après sa mort dans le monde souterrain. Quand Xiaoyan demande si elle était la voix qu'il a entendue dans ces derniers moments, elle explique son lien profond avec sa famille. En tant qu'esprit guide du grand enfer, elle ne pouvait supporter de le voir tué par des scélérats. Son désespoir et sa fureur au moment de la mort ont enflammé la graine de feu du néant, et elle a simplement guidé son âme à travers le temps. Notre protagoniste réalise que c'est le catalyseur de sa renaissance. Bien que l'apocalypse menace, il a déjà éveillé ses pouvoirs et est déterminé à changer l'avenir. Sudaji explique que les 6 grands enfers sont divisés en niveaux en fonction de son pouvoir d'âme. Actuellement, notre héros ne peut accéder qu'au niveau le plus bas. Tenter d'aller plus haut le mettrait face aux entités les plus fortes avant qu'il ne soit prêt. La seule cellule actuellement éclairée contient le démon ours noir. Xiaoyan le reconnaît immédiatement comme la bête que Shujin chevauchait dans sa vie antérieure. L'ours réagit d'abord avec fureur, mais il adopte rapidement un comportement mignon et soumis en réalisant que Xiaoyan est le gardien. La créature fait l'éloge de notre protagoniste, le qualifiant de jeune et prometteur, et affirme avoir attendu son arrivée pendant des milliers d'années. Quand le démon tente de l'embrasser, Sudaji donne un coup de pied à la bête, la traitant d'effrontée de ramper ainsi. Elle lui ordonne de déguerpir malgré les protestations de l'ours qui prétend ne même pas avoir salué correctement le gardien. À proximité, un monstre horrible se moque, notant comment des démons millénaires se transforment en toutou après un long emprisonnement. Il ne trouve rien de spécial à un gardien qui dépend entièrement d'un jeton, défiant le garçon d'endurer 1000 ans d'éclairs avant d'exiger sa soumission. Xiaoyan ignore la provocation, s'émerveillant des êtres légendaires retenus entre ses murs. Il regarde le monstre moqueur et le reconnaît instantanément, les gens-y. Sudaji félicite notre héros pour sa vive intuition. Elle explique la hiérarchie du monde des monstres, soldat, général, commandant, roi, sage, et au-delà. Comme le gardien est actuellement au niveau le plus bas, il ne peut débloquer que les criminels de niveau général. Les étages supérieurs abritent des entités encore plus terrifiantes, y compris Dame Nua,
un être de niveau divin maintenant perdu dans le temps. Sudaji encourage Xiaoyan à travailler dur pour finalement contrôler toute la tour. Notre protagoniste est frappé par la nature redoutable de la prison. Si les bêtes de niveau général sont si puissantes, il ne peut imaginer la force de celle du dernier étage. Il ressent une vague de confiance en sachant que ces monstres deviendront sa force. Pour progresser, il doit absorber le pouvoir de l'âme, ce qui, explique Sudaji, est distinct des capacités standards. Alors que les survivants acquièrent des capacités à partir de noyaux de zombies et de mutants, notre protagoniste ne peut obtenir le pouvoir de l'âme qu'en tuant des dieux. De retour dans le monde réel, Xiaoyan se prépare au chaos à venir. Dans 3 jours, lorsque les dieux descendront, il commencera sa chasse. Notre héros s'éloigne, concentré sur les nombreuses préparations qu'il lui reste à faire. Xiaoyan se souvient que dans sa vie antérieure, quelqu'un est tombé sur la corde immortelle Lian dans ce même marché et est devenu un utilisateur de capacités puissants. Si sa mémoire est bonne, le trésor est toujours caché ici. Grâce à sa graine de feu du néant, notre protagoniste voit de l'énergie émaner d'une antiquité. La scène change pour un homme en costume nommé Song Tian, chef de la famille Song et père de Shujin, qui est accompagné du vieux Wang, un expert en antiquité. Song Tian aperçoit notre héros de loin et se demande ce qu'il fait là. Il se souvient avoir conseillé à Shujin de choisir des amis utiles, et Shujin avait décrit Xiaoyan comme un idiot très facile à manipuler. Alors que Song Tian réfléchit à cela, l'aîné Wang demande si quelque chose ne va pas. Song change de sujet, affirmant que ce n'est rien et suggère qu'il continue à chercher des antiquités en se basant sur l'expertise de l'aîné. L'aîné Wang l'assure que l'expertise en antiquité est sa seule compétence, mais déplore que la plupart des objets présents ne soient que de l'artisanat. Song se souvient qu'après une cérémonie de culte des ancêtres, il a commencé à rêver des enseignements de ses ancêtres, lui ordonnant de chercher des antiquités. C'est pourquoi il a invité l'aîné Wang pour une expertise, car il est impatient de réussir. L'aîné Wang regarde autour de lui et s'exclame qu'il l'a trouvé. Avant qu'il ne puisse réclamer l'objet, notre protagoniste met la main dessus et demande le prix au commerçant. Le commerçant explique que c'est une gourde de la dynastie Ming et en demande 10 000 yuan. Notre garçon réagit avec un choc extrême, arguant que 10 000 est beaucoup trop cher. Il inspecte l'antiquité, montre une fissure au commerçant, et souligne qu'elle est attachée avec une ficelle cassée. Xiaoyan prétend que ce n'est qu'un simple objet d'artisanat valant 100 yuan. Le commerçant devient furieux, lui arrache l'antiquité des mains, et dit à notre protagoniste de s'en aller pour lui avoir fait perdre son temps. L'aîné Wang demande au commerçant s'il peut y jeter un œil, et lui et Song commencent à inspecter la gourde. Pendant ce temps, Xiaoyan s'éloigne, ayant obtenu ce qu'il voulait vraiment. Il songe que personne ne soupçonnerait que la petite ficelle est en fait un trésor magique, la corde immortelle Liant. Notre héros met la corde dans sa poche et se souvient comment, dans sa vie antérieure, la famille Song a capturé sa sœur. Ils ne se sont pas contentés de prendre son jeton. Ils l'ont utilisé comme sacrifice sanglant. Il est déterminé que cette fois, il ne les laissera pas s'en tirer. La scène change alors que Wang parle à Song Tian de la faible aura spirituelle de la gourde. Au moment où Song s'apprête à interroger le commerçant, notre protagoniste l'interrompt par derrière. Il demande si Song est là pour flâner dans la rue des antiquaires. Song se retourne avec un sourire, reconnaissant Xiaoyan, bien qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il s'intéresse aux antiquités. Il mentionne qu'il a entendu parler de l'héritage familial par Shujin et suggère qu'il en parle plus tard. Xiaoyan crie alors que même si Song est riche, il achète quand même une si petite gourde, se demandant à haute voix si l'objet a vraiment de la valeur. Quand la foule entend cela, elle se précipite vers l'étal, croyant que la gourde doit être un trésor puisque l'aîné Wang est un expert. Les gens commencent à surenchérir. L'un offre 12 000 tandis qu'un autre offre 20 000, attisant la cupidité du commerçant. Le père de Shujin devient furieux, criant qu'il est arrivé le premier, mais la boutique est maintenant pleine de gens qui veulent enchérir. Une personne offre 50 000. Song l'achète finalement, mais seulement après avoir dépensé 17 000 de plus que le prix initial. Il est en colère contre Xiaoyan car toute cette situation a été causée par lui. Notre protagoniste mentionne alors l'héritage que Song a évoqué plus tôt. Song admet en avoir entendu parler par Shujin et demande à le voir. Notre héros lui montre l'héritage, et d'un seul coup d'œil, l'aîné Wang réalise que c'est un véritable trésor. Il demande à le voir clairement, mais Xiaoyan refuse malicieusement, déclarant qu'il ne peut pas le donner à n'importe qui. Song tente d'utiliser l'amitié entre son fils et notre héros pour y avoir accès, mais Xiaoyan refuse toujours, prétendant qu'il ne connaît même pas Shujin. Alors qu'il s'apprête à partir, Monsieur Song lui demande s'il veut quelque chose en échange pour leur avoir laissé voir le jeton. Notre protagoniste sort son téléphone et exige de l'argent, 1000 yuan par minute pendant 5 minutes. Il déclare que s'il n'aime pas l'offre, il partira, mais Monsieur Song accepte de lui donner l'argent. Notre protagoniste accepte et lui remet le jeton. Avec l'argent extorqué à Monsieur Song, il commence à stocker de vastes quantités d'eau et de nourriture. Xiaoyan décide de stocker ses provisions dans les 6 grands enfers pour les mettre en sécurité. Sudaji explique que la prison fonctionne comme un champ de stase. Tout objet stocké à l'intérieur reste complètement inchangé par le temps. Notre héros envisage également de capturer des animaux vivants pour s'assurer de pouvoir manger du poulet frais plus tard. Notre garçon réalise qu'il est tout à fait logique qu'un esprit renard comme Sudaji encourage un tel plan. Après quelques minutes, le paiement initial est écoulé.
Xiaoyan s'approche du duo et leur demande s'ils souhaitent payer pour quelques minutes d'observation supplémentaires. Au lieu de ça, Monsieur Song demande s'il est prêt à vendre l'artefact. Notre protagoniste demande 10 millions de yuan, arguant que le jeton ayant été transmis depuis 1000 ans, le prix n'est pas du tout excessif. Notre protagoniste s'éloigne alors, prétendant avoir d'autres affaires à régler. L'expert suggère que Song devrait négocier le prix car le jeton est une véritable antiquité, mais Song l'ignore, lui offrant des louanges creuses pour son aide avant de le renvoyer. Resté seul, Monsieur Song appelle Shujin et lui ordonne de rassembler les membres du clan. Il ordonne à son fils de trouver immédiatement Xiaoyan et sa sœur et de les ramener avec le jeton. Il est si furieux qu'il décide de tuer la fille également, se souvenant des exigences de ses ancêtres pour un sacrifice de sang féminin. Cependant, cette confrontation est exactement ce que notre protagoniste voulait provoquer, bien qu'il regrette brièvement de ne pas avoir soutiré plus d'argent à l'homme d'abord. La scène change pour montrer Xiaoyan debout avec sa valise, informant son frère qu'elle est prête à partir. Alors qu'il se prépare à partir, une femme court vers eux, leur criant d'attendre. C'est Beixian, la professeure principale de Xiaoyan. Quand la jeune fille lui demande pourquoi elle est venue, la professeure insiste sur le fait qu'elle ne peut pas partir à cause d'un examen important prévu pour le lendemain. Notre héros explique qu'il a demandé à sa sœur de prendre un congé temporaire de l'école. Beixian le foudroie du regard, confirmant qu'il est bien le frère. Elle se met à crier, soulignant que Xiaoyan est sa meilleure élève. Ayant entendu dire que le frère et la sœur vivent seuls depuis le décès de leurs parents, elle exprime sa déception, affirmant qu'elle ne s'attendait pas à ce que son frère soit si négligent. Elle refuse d'accepter le congé, invoquant le brillant avenir de la jeune fille. Chaque fois que Xiaoyan tente de s'expliquer, elle l'interrompt en criant que tant que la terre n'explose pas, la jeune fille doit rester à l'école. Réalisant à quel point elle est devenue bruyante, la professeure se calme. Notre protagoniste lui dit qu'elle est une excellente professeure, mais lui suggère de faire immédiatement des réserves importantes de nourriture, d'eau, de médicaments et d'armes. Il l'avertit qu'elle en aura besoin très bientôt. Elle se demande s'il a perdu la tête, parlant de provisions comme si le monde allait vraiment finir. Tandis que le frère et la sœur partent, elle ne peut que prier pour la santé de la jeune fille. Plus tard, chez eux, Xiaoyan fait ses bagages tandis que Xiaoyan est assise sur le lit, confuse par cette soudaine urgence. Il l'assure que quoi qu'il arrive, il la protégera. Notre protagoniste attache le jeton hérité autour de son cou et lui dit qu'il sort un moment, lui ordonnant strictement de n'ouvrir la porte à personne. Elle lui demande de rentrer tôt pour qu'elle puisse préparer le dîner. Notre héros sait que tant qu'elle porte le jeton, il peut toujours la localiser. Maintenant, il doit simplement se concentrer sur l'obtention de plus d'argent. Xiaoyan sort de l'ascenseur, ignorant d'abord que Rulan se cache derrière un mur voisin. Elle est au téléphone avec Shujin, apprenant que Yoon n'est plus à l'école. Rulan le dirige plutôt vers la maison, et Shujin lui demande de gagner du temps jusqu'à son arrivée. L'instant d'après, elle se poste devant notre protagoniste, lui demandant s'il lui a manqué et mentionnant que Shujin souhaite le voir. Xiaoyan l'ignore simplement et continue de marcher. Offensée par son indifférence, elle exige de savoir pourquoi il agit de cette façon. Elle lui attrape le bras, adoptant un ton affectueux pour lui demander pourquoi il envisage une rupture, se demandant à voix haute s'il est simplement jaloux. Notre héros retire son bras de son emprise, déclarant que la simple pensée d'être en couple avec elle le rend malade. Il lui dit de s'en aller, mais elle se met à lui crier dessus. Ignorant ses éclats de voix, Xiaoyan continue son chemin. Quand elle lui demande où il va, il révèle son titre de propriété et explique qu'il est en route pour vendre la maison. Rulan est choqué car il est révélé qu'elle ne sortait avec lui que pour sa propriété. Elle lui demande pourquoi il la vendrait, et notre protagoniste répond qu'il a besoin d'argent rapidement et qu'il est prêt à la vendre à bas prix. Il suggère que si elle la veut, elle devrait l'acheter elle-même. Méfiante, elle se demande pourquoi il est si calme à l'idée de vendre une maison valant 3 millions de yuan. Quand elle lui demande son prix, il ne demande que 1 million. Elle suppose qu'il doit être noyé sous les dettes. Mais quelles que soient ses raisons, elle décide d'utiliser la transaction pour gagner plus de temps pour Shujin. Il lui demande si elle est intéressée, notant que si ce n'est pas le cas, il ira directement dans une agence. Désireuse de conclure l'affaire, elle suggère un acompte de 300 000, le reste devant suivre plus tard. Notre héros reste ferme, exigeant le paiement intégral immédiatement. Rulan se dit que puisque Shujin a l'intention de le tuer bientôt, tout l'argent qu'elle paie finira par lui revenir de toute façon. Elle accepte le montant total et l'accompagne à l'agence immobilière. À l'agence, Rulan appelle sa mère pour expliquer la chatte, insistant sur le fait que l'argent leur reviendra. Sa mère hurle en signe de protestation car ce sont les économies de toute une vie de la famille, mais Rulan parvient à la calmer et à obtenir les fonds. Pendant ce temps, Xiaoyan attend avec impatience, déclarant qu'il ne signera les documents qu'une fois le paiement intégral reçu. Elle finit par envoyer l'argent. Rulan jubile intérieurement, pensant que notre protagoniste n'aura jamais la chance de dépenser l'argent puisqu'il est condamné à mort. Simultanément, Xiaoyan pense que la maison perdra toute sa valeur une fois que l'apocalypse commencera. Et sans leurs économies, elle et sa famille n'auront aucun moyen de survivre. Quand elle suggère qu'ils sortent pour fêter ça, il accepte. La scène se déplace devant l'immeuble de l'appartement du protagoniste. Les membres du clan de Shujin se rassemblent à l'extérieur pour discuter de leur plan pour capturer Xiaoyan et sa sœur. Ils décident de s'en prendre à la fille avant que notre héros ne revienne.
À l'intérieur de l'appartement, Xiaoyan reste dans la cuisine, préparant tranquillement le dîner pour son frère. Shujin se tient devant la porte de Xiaoyan, appelant Xiaoyan à ouvrir. Elle s'interroge sur sa présence et l'informe que son frère est actuellement sorti. Il révèle qu'il en est bien conscient, mais insiste pour qu'elle le laisse entrer en se plaignant de la chaleur extérieure. Derrière lui, ses hommes se tiennent prêts à attaquer. Juste au moment où elle s'apprête à déverrouiller la porte, elle se souvient de l'avertissement de notre protagoniste et dit à Shujin qu'il doit attendre dehors jusqu'au retour de son frère. Shujin se met à frapper furieusement, prétendant être blessé par son manque de confiance. Tandis qu'elle présente ses excuses, l'un des hommes commence à crocheter la serrure à l'aide de divers outils. Shujin lui demande si elle a le jeton familial avec elle, et elle admet que notre protagoniste le lui a donné à porter. Dès qu'elle le confirme, le groupe fait irruption dans la maison. Un homme la maîtrise pendant que Shujin se moque d'elle, affirmant que cela aurait pu être évité si elle avait simplement coopéré. Il inspecte l'amulette, confirmant que c'est exactement ce que son père cherchait. Elle lui rappelle qu'il est censé être le meilleur ami de son frère. Shujin rit, révélant qu'il a toujours considéré notre héros comme un idiot. Il se vante de ses affaires illégales, expliquant qu'il avait l'intention d'utiliser Xiaoyan comme bouc émissaire s'il se faisait prendre. Il mentionne même que c'est notre protagoniste qui, par inadvertance, lui a présenté Roulant. Quand elle le supplie de la laisser partir, il la gifle en plein visage pendant que ses hommes se moquent d'elle. Alors que le groupe se prépare à intensifier son agression, l'environnement change brusquement. L'appartement disparaît, et il se retrouve transporté dans un monde différent. Il semble être dans une piscine luxueuse, entouré de belles femmes qui les servent, croyant être entré au paradis. Les hommes se détendent pendant que les femmes leur donnent de la viande rôtie. Une fille demande à Shujin s'il apprécie la nourriture. Lorsqu'il confirme que oui, l'illusion se brise. La fille remarque qu'une personne vraiment exceptionnelle apprécie sa propre chair plus que tout. L'eau de la piscine devient d'un rouge sang profond, et ils réalisent qu'ils sont assis dans un bain de sang. Ils prennent conscience qu'ils ne sont pas au paradis, mais en enfer. Alors que les hommes commencent à crier, Sudaji apparaît devant eux. Elle leur demande s'il apprécie leur séjour et leur offre, moqueuse, un choix pour leur prochain repas, le cœur de Bigan, la viande de bœuf, ou les yeux de chien loyaux. Shujin et ses sbires restent physiquement dans la maison, piégés dans une hallucination collective qui les fait trembler de terreur. Xiaoyan regarde, confuse, incapable de comprendre la scène bizarre de ces ravisseurs hurlant dans le vide. En sortant de leur transe, les hommes réalisent que quelque chose est très suspect à propos du jeton. Shujin, consumé par la rage, hurle sur l'artefact et le traite de déchet sans valeur. Soudain, une main spectrale sort de l'objet de famille et lui griffe violemment le visage. La douleur insupportable lui fait lâcher le jeton qui tombe bruyamment sur le sol. Notre héros apparaît à ce moment-là et ramasse calmement l'artefact. Les hommes reculent de peur face à son arrivée soudaine. Roulant entre alors dans la pièce, se précipitant aux côtés de Shujin et lui demandant frénétiquement ce qui lui est arrivé. Malgré ses blessures, il ordonne à ses hommes de s'emparer du jeton, criant que ce n'est pas un objet ordinaire, mais un trésor puissant. Xiaoyan crie à son frère de faire attention alors que les hommes se préparent à lancer une attaque coordonnée. Dans le royaume du jeton, Sudaji dit à notre protagoniste que ce chaos est la faute de Legenzi. Notre protagoniste envisage brièvement d'invoquer ses subordonnés, mais ordonne au démon ours de rester en retrait, sachant que la taille massive de la bête détruirait tout le bâtiment. Il décide de s'occuper lui-même de ses broutilles pour tester son propre pouvoir qui s'éveille. Xiaoyan tourne le feu de ses yeux vers les assaillants. En quelques minutes, les hommes sont engloutis par les flammes, criant à l'aide jusqu'à ce qu'ils gisent, brûlés et brisés, sur le sol. Shujin et Roulant sont paralysés, incapables de comprendre le massacre. Shujin se demande à voix haute si notre héros a maîtrisé une forme de magie démoniaque. Quand Xiaoyan tourne son regard vers eux, Roulant lui rappelle désespérément que Shujin est son meilleur ami et le supplie de se souvenir de leur passé. Notre protagoniste demande à quel passé elle peut bien faire référence. Il énumère leur trahison. Ils ont essayé de prendre sa sœur, son héritage, et sa petite amie était avec son ennemi depuis le début. Il leur dit à tous les deux qu'il le dégoûte et qu'il n'a aucune envie de se souvenir de quoi que ce soit les concernant. Se relevant avec difficulté, Shujin prétend que tout cela n'est qu'un malentendu. Il pousse Roulant du coude pour qu'elle intervienne, lui rappelant qu'elle est la petite amie. Roulant change rapidement de tactique, demandant à Xiaoyan s'il veut vraiment toujours l'épouser. Elle prétend que même s'il n'a rien, elle sera toujours à lui, à condition qu'il lui révèle le secret de ses pouvoirs. Pendant qu'elle se tient devant Xiaoyan pour le distraire, Shujin sort un couteau dans son dos et se jette sur lui. Notre protagoniste anticipe le mouvement et riposte avec le feu de ses yeux. Il songe qu'il n'a jamais vraiment compris pourquoi ce pouvoir lui a été accordé, mais maintenant il réalise que le monde est plein de gens comme Shujin qui méritent d'être brûlés jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Devant le temple ancestral de la famille Son, Song Tian se tient devant les restes de ses prédécesseurs, priant pour la protection et la prospérité de sa lignée. Il souhaite des vents favorables et des pluies douces, espérant que sa famille atteindra de nouveaux sommets. Soudain, une épaisse brume rouge tourbillonne devant lui, et une ancienne relique spirituelle se manifeste, exigeant un sacrifice de sang. Song Tian implore la patience, promettant à ses ancêtres qu'il préparera très bientôt les éléments nécessaires au rituel. L'esprit ancestral révèle que l'apocalypse commencera dans 3 jours et l'avertit de se préparer. Alors que l'esprit s'estompe,
Song Tian ordonne immédiatement à ses hommes de stocker des quantités massives d'eau et de provisions. Au moment où il s'apprête à envoyer un messager pour ordonner à Shujin d'amener le sacrifice, les portes du temple s'ouvrent violemment dans un fracas assourdissant. Quelqu'un jette un Shujin inconscient sur le sol. Notre protagoniste entre dans la lumière, leur disant de ne pas se donner la peine de le chercher car il est venu les rencontrer personnellement. En voyant l'état de son fils, Song Tian est consumé par la fureur. Il ordonne à ses hommes d'exécuter Xiaoyan pour avoir osé blesser son héritier et profaner leur temple. Alors que les gardes se précipitent, notre héros ouvre son œil de feu et ordonne aux flammes de frapper. En un instant, le temple est rempli des cris d'hommes consumés par le brasier. Xiaoyan s'avance à travers la fumée et demande d'un ton moqueur si Song Tian va bien. L'aîné des Song sort une arme et la pointe sur notre protagoniste. Mais d'un simple claquement de doigts, Xiaoyan réduit l'arme en cendres. La chaleur intense des flammes lui blesse aussi gravement la main. Notre protagoniste réfléchit à la puissance formidable de son pouvoir, même au premier niveau. Terrifié et croyant qu'il va mourir, Song Tian se retire vers le sanctuaire intérieur, hurlant à ses ancêtres de le sauver. L'esprit de tout alors réapparaît, se présentant comme Uodei, le feu de l'ancienne étoile Yingo. L'entité ordonne à notre héros de s'agenouiller. Sous le poids écrasant des flammes de l'esprit, Xiaoyan se trouve incapable de résister et tombe à genoux. L'esprit commence alors à guérir les blessures de Song Tian et de ses hommes tombés au combat. Voyant notre protagoniste maîtrisé, Song Tian se moque de lui, prétendant qu'un dieu juste est arrivé pour le détruire pour ses mauvaises actions. L'esprit gigantesque plane au-dessus de notre protagoniste qui réalise que la famille Song était bien mieux préparée à l'apocalypse qu'il ne le pensait initialement. Il possédait clairement un puissant gardien depuis le début. Xiaoyan n'avait l'intention que d'extorquer un peu d'argent et de chaparder quelques antiquités, mais il réalise qu'il est tombé sur quelque chose de bien plus précieux. Soudain, l'esprit tente d'écraser notre garçon sous son pied, mais il esquive le coup de justesse. Alors que Song Tian jubile, croyant que Xiaoyan a quelques secondes de la mort, l'air change violemment. Notre héros a invoqué le démon ours noir. Song Tian regarde, en état de choc absolu, la bête massive se manifester dans le temple. Au milieu du chaos de la confrontation, Sudaji informe Xiaoyan que Uodei est un formidable esprit du feu. Elle explique que si notre protagoniste parvient à absorber l'énergie de l'entité, sa propre maîtrise du feu et sa capacité spirituelle atteindront des niveaux sans précédent. Elle l'avertit que la puissance actuelle de son talisman est insuffisante pour un tel exploit, mais que le risque pourrait rapporter une récompense énorme. Quand il demande une stratégie, Sudaji suggère d'infuser le talisman avec sa propre énergie vitale pour stabiliser une invocation capable de vaincre un dieu. Notre héros comprend les enjeux. L'énergie spirituelle est liée à l'âme. S'il échoue ou ne peuvent pas réparer son âme dans le temps imparti, il périra définitivement, et l'entité invoquée pourrait s'échapper de la prison. Notre protagoniste décide de tenter sa chance, mais avec sa propre police d'assurance, il implante la graine de feu de son œil directement dans le talisman. Il sait que s'il meurt, la graine de feu incinérera l'artefact piégeant à jamais tous les démons et dieux dans le grand enfer. Ce moyen de pression est sa seule façon de s'assurer que les prisonniers coopèrent et le maintiennent en vie. Il laisse le talisman drainer son énergie spirituelle, provoquant une frénésie parmi les détenus qui craignent d'être enfermés pour l'éternité. Des profondeurs de la prison, Xiaoyan invoque le grand démon gardien de la montagne Luogia. Le démon ours noir émerge, ravi de respirer l'air du monde extérieur, criant qu'il est enfin libre. Sentant son énergie s'épuiser rapidement, un Xiaoyan en colère exige que l'eau agisse immédiatement, demandant si la bête veut vraiment que son gardien meure. Le démon rassure notre protagoniste en lui disant qu'il a choisi le bon protecteur et jure de le protéger. Avec Xiaoyan se tenant fermement sur son épaule, l'ours noir engage l'esprit du feu dans une lutte brutale. Le temple tremble sous le poids de leur combat. Après plusieurs minutes de combat intense, l'esprit du feu faiblit et vacille. Saisissant l'opportunité, notre héros utilise la corde immortelle liante pour piéger l'entité. L'esprit autrefois puissant gît maintenant vaincu sur le sol, solidement lié par la corde magique. Le démon ours noir se dresse victorieux au-dessus de l'esprit du feu déchu. Song Tian est paralysé, incapable d'accepter le fait que son gardien ancestral, Uodei, ait échoué si misérablement. Ses yeux se fixent sur la corde liant l'esprit, et il la reconnaît instantanément. C'est la même ficelle effilochée qui était attachée à la gourde qu'il a achetée. Notre protagoniste remercie avec moquerie son oncle Song pour sa générosité, notant que parce que Song ne se souciait que de la gourde, Xiaoyan a pu s'approprier la corde immortelle liante. Song Tian crie pour appeler son ancêtre, mais l'esprit ne fait que vaciller en s'affaiblissant. Alors que l'aîné des Song fond en larmes, notre héros propose un marché. Il épargnera la vie de Shijin en échange de la richesse de la famille. Il exige une somme énorme pour la survie de la lignée des Song. La scène passe à un moment ultérieur où un Shijin mal en point demande à son père s'il a vraiment donné tout leur argent à Xiaoyan. Song Tian répond que la monnaie n'aura bientôt plus de valeur car l'apocalypse est sur le point de s'abattre sur le monde. Il déclare que leur nouvelle priorité est la survie. Il ordonne à ses hommes de liquider toutes les propriétés restantes pour acheter immédiatement de l'éau et des provisions alimentaires. Il leur ordonne également de renforcer l'abri souterrain de son manoir en périphérie. Malgré ses pertes, Song Tian ressent une sombre gratitude pour le chaos à venir. Alimenté par la fureur, il ordonne aux héritiers de sa famille d'utiliser l'apocalypse comme une opportunité pour traquer Xiaoyan, jurant de torturer notre protagoniste pour l'humiliation qu'il a subie.
Pendant ce temps, notre héros vérifie son solde bancaire, qui s'élève maintenant à 28 96 000 yuan. Il songe que s'il n'avait pas été si pressé, il aurait pu extorquer encore plus à la famille Son. Il se rend dans une pharmacie et demande calmement une tonne de pilules de purification spirituelle. L'employé accepte d'abord, puis vérifie à nouveau la quantité, choqué, demandant s'il plaisante. Elle explique que ce sont des pilules traditionnelles utilisées pour éliminer les toxines et qu'elles sont assez chères. Notre protagoniste demande simplement si elle veut faire la vente. Sinon, il ira voir ailleurs. Quand elle mentionne qu'une commande spéciale prend habituellement 2 jours, il offre une prime de 20% pour les avoir dès demain soir. Elle accepte rapidement, et Xiaoyan s'en va. En marchant, notre protagoniste réfléchit aux nombreuses commandes en ligne qu'il a passées pour des fournitures similaires. Ce stock sera sa fondation. Il se souvient très clairement de sa vie passée. Quand les humains ont commencé à se transformer en zombies, ces médicaments étaient vitaux. Il avait souffert le martyre car il ne pouvait pas les obtenir, et sa sœur a finalement été tuée en cherchant ces mêmes pilules pour le sauver. Notre héros est déterminé à ce que le passé ne se répète pas. De retour chez lui, Xiaoyan réfléchit au manque de clairvoyance de la famille Son. Alors qu'il se concentre uniquement sur la nourriture, il sait que la ressource la plus importante après l'effondrement sera les utilisateurs de compétences. Avec une tonne de pilules de purification, il peut contrôler efficacement toute une armée de survivants dotés de pouvoir. Assis sur son canapé, notre protagoniste inspecte son héritage familial. Le feu infernal brûle à l'intérieur, et Sudaji lui présente ses félicitations. Elle explique que l'esprit du feu a raffiné le feu infernal en une fleur de lotus rouge. Cette nouvelle forme possède le pouvoir de briser n'importe quelle illusion. Même les fantasmes comme ses propres pièges de viande et de vin ne l'affecteront plus. De plus, son pouvoir est entré dans la deuxième phase, accordant à notre héros un contrôle bien plus précis sur le feu que jamais auparavant. Notre héros réalise que la capture du premier esprit s'est avérée incroyablement utile. Dans la prison, le démon ours noir et Sudaji se disputent maintenant pour savoir qui sera invoqué ensuite, tous deux impatients d'en avoir l'occasion. Aider le gardien réduit leur niveau de méchanceté. Parce que l'on l'a aidé, son niveau est tombé à 90 tandis que celui de Sudaji reste à 100. Elle exige bruyamment d'être la prochaine sur la liste. Xiaoyan leur dit à tous les deux de se taire, son autorité mettant fin à la querelle. La scène passe à l'horrible démon les Janzi, qui avertit notre protagoniste de ne plus jamais l'invoquer. Il menace que s'il est libéré, il ne fera que chercher une occasion de s'échapper. Notre héros rétorque qu'à mesure que ses pouvoirs grandissent, il pourra ouvrir plus de portes et recruter des démons encore plus redoutables. Il se demande pourquoi il s'embêterait avec quelqu'un de si peu coopératif. Alors que Xiaoyan quitte le grand enfer, il remarque avec confiance que les Janzi finira probablement par le supplier d'être invoqué plus tard. Debout près de sa fenêtre, notre protagoniste regarde la lune, l'héritage à la main. Il réfléchit que demain est l'avant-dernier jour avant l'apocalypse, et qu'il doit maximiser ce temps. Avec encore 20 millions de yuan sur son compte, il lui reste une cible spécifique à acquérir. Le lendemain, Xiaoyan arrive à une exposition de bijoux haut de gamme. Il identifie une pierre qui rayonne une quantité massive d'énergie cristallisée, suffisante pour propulser ses pouvoirs au 3e stade. Il se souvient que dans sa vie passée, un autre individu a revendiqué cette pierre et a acquis une force immense. Cette fois, notre protagoniste ne la laissera pas lui échapper. Aux enchères, la pierre est finalement présentée avec un prix de départ de 3 millions de yuan. Les enchères commencent à un rythme régulier, montant jusqu'à 4 millions jusqu'à ce qu'un homme nommé Grand Hao en offre 5 millions depuis le fond de la salle. La salle se tait, tout le monde respectant l'influence de Hao. Soudain, une voix brise la tension. 6 millions. C'est notre héros, la foule murmure, se demandant pourquoi un garçon aux allures d'étudiant participe. Le directeur des enchères s'approche de Xiaoyan, lui rappelant que seuls les membres de la carte noire peuvent enchérir. Notre protagoniste sort calmement sa carte, et le directeur l'invite respectueusement à avancer dans la salle. Les spectateurs spéculent que Xiaoyan doit être l'héritier d'une dynastie secrètement riche. L'animateur demande si quelqu'un va surenchérir sur l'offre du garçon. Grand Hao, visiblement agacé, offre 7 millions. Lorsqu'un spectateur conseille à Xiaoyan de montrer un peu de respect à l'homme plus âgé, notre protagoniste ignore l'avertissement et monte l'enchère à 10 millions. Grand Hao est furieux, mais la femme à côté de lui suggère que la pierre ne vaut pas un investissement plus important, se moquant du garçon stupide pour sa dépense excessive. Grand Hao demande le nom de Xiaoyan. Quand notre héros le lui donne, l'homme jure de ne jamais l'oublier. Possédant maintenant la pierre, notre héros s'apprête à partir alors que la vente aux enchères continue. Alors qu'il atteint la sortie, le chaos éclate. Les gens crient et courent, hurlant qu'il y a un monstre. Une créature fonce vers le bâtiment, probablement attirée par l'énergie concentrée du jade dans la main de Xiaoyan. Il réalise qu'avec l'apocalypse si proche, les esprits maléfiques à l'intérieur d'objets banals, comme l'éventail de le monstre a émergé, commencent à s'éveiller. Ce n'est que le début de la prise de contrôle surnaturel. Alors que le démon se rapproche, Grand Hao surprend notre protagoniste en courant vers lui, criant un avertissement pour faire attention au monstre. Xiaoyan élimine le monstre en quelques mouvements rapides, laissant la créature vaincue et la zone silencieuse. Notre protagoniste reste dans la même position, réfléchissant profondément aux implications de cette manifestation surnaturelle précoce. Derrière lui,
Grand Ao reste figé, essayant de digérer la scène impossible dont il vient d'être témoin. Il réalise que Xiaoyan n'est pas du tout un humain normal et commence à penser qu'il devrait faire de notre héros son maître. La scène se déplace dans la rue en bas de l'immeuble où réside Xiaoyan. Des livreurs demandent bruyamment aux gens de dégager le passage pour qu'ils puissent avancer avec un afflux massif de fournitures. Les voisins regardent, confus, se demandant ce que le jeune homme va faire avec une quantité aussi écrasante de choses. Il est révélé ici que malgré ses actions récentes, notre protagoniste est généralement considéré comme une personne de bon caractère par les habitants. Cependant, sa propriétaire, Madame Zagne, a une opinion différente. Elle ricane de l'agitation, prétendant qu'il est destiné à échouer dans ses entreprises commerciales. Quand une femme lui demande si elle va vraiment louer l'entrepôt à quelqu'un d'autre, Madame Zagne répond qu'elle n'est en fait pas intéressée à le louer à qui que ce soit. À ce moment, notre héros arrive de l'autre côté, perdu dans ses pensées et passant mentalement en revue sa liste pour s'assurer qu'il n'oublie aucune fourniture essentielle. Le livreur s'approche et demande à Xiaoyan de vérifier toutes les marchandises actuelles, mentionnant que la prochaine livraison prévue pour le lendemain dépassera la capacité de l'entrepôt. Notre garçon lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il se rendra simplement directement à leur entrepôt pour les futures collectes. Tandis que les livreurs partent, Madame Zhang observe avec une jalousie intense, incapable de comprendre comment un orphelin qui ne respecte pas ses aînés est devenu si riche du jour au lendemain. Elle ressent un sentiment amer de droit, croyant que c'est elle qui devrait acheter ces choses. Son petit-fils Xiaobao court soudainement dans l'entrepôt et commence à uriner sur le sol. Au lieu d'avoir honte, Madame Zhang exprime sa fierté pour l'enfant, le félicitant d'être capable d'uriner tout seul. Elle dit à notre protagoniste de ne pas avoir de préjugés contre le garçon parce que ce n'est qu'un enfant. En réponse, notre protagoniste attrape l'enfant par le col et le jette directement sur Madame Zhang. Zhang, ses vêtements sont ruinés par le désordre, et l'enfant tombe par terre. Elle se met à hurler sur Xiaoyan, lui demandant s'il a honte de ce qu'il vient de faire. Tout en lui fermant la porte du quai au nez, notre héros dit simplement qu'il n'a pas honte. Cela la laisse incroyablement furieuse. En voyant son petit-fils jouer avec des pétards, une idée malveillante lui vient à l'esprit. Elle a l'intention de mettre des pétards dans l'entrepôt pour tout brûler à l'intérieur. La scène change, montrant Xiaoyan seul dans son entrepôt, regardant l'énorme collection de marchandises. Il commence à envoyer tous les articles dans la grande prison mortelle. Il demande à Sudaji de tout organiser dans une cellule vide, et elle se met immédiatement à la tâche. Elle informe notre protagoniste qu'elle peut également organiser les animaux vivants et explique que l'énergie spirituelle de la prison rendra leur viande encore plus délicieuse à manger plus tard. Notre protagoniste révèle à Sudaji que l'apocalypse est sur le point de frapper le monde réel, ce qui nécessite l'achat de plus d'animaux vivants pour s'assurer qu'ils puissent survivre à la famine à venir. Pendant qu'ils discutent des préparatifs, le démon ours noir conseille Xiaoyan sur la cultivation, notant que lors d'un effondrement, les graines et la terre sont les ressources les plus vitales pour sauver des vies. Notre héros réalise que bien qu'il ait acheté des graines, il a encore besoin de terre de qualité pour les planter. Il commence à survoler les environs pour trouver une terre convenable pour le grand enfer. Surplombant une vaste étendue de terre, il se demande si elle tiendra dans les dimensions de la prison avant d'ordonner que le sol soit absorbé. Le volume de terre commence à dépasser l'espace disponible dans le grand enfer, ce qui fait que Sudaji crie et tousse en l'avertissant d'arrêter. Elle hurle que s'ils continuent, ils seront noyés dans le sable. Bien que notre protagoniste ait rassemblé 10 tonnes de terre, il sait que c'est loin d'être suffisant. Il comprend qu'après le début de l'apocalypse, même la terre elle-même sera corrompue et changée, il doit donc en sécuriser autant que possible aujourd'hui. Sans temps à perdre, il se prépare à utiliser ses pouvoirs du lotus rouge pour gérer l'absorption. La scène change et montre Madame Zhang, occupée à se préparer à jeter des pétards dans l'entrepôt de notre héros. Son petit-fils, Xiaobao, apparaît et lui montre un miroir. Elle lui demande s'il l'a volé chez le miroitier du coin, soulignant davantage son manque de moralité. Une sinistre énergie violette, une aura de mal pur, commence à émaner de l'objet. Quand elle regarde dans le miroir, elle réalise qu'un monstre la dévisage. Terrifiée, elle tombe à la renverse. Il devient clair que Xiaobao a déjà été corrompu par quelque chose de sombre. La façon dont il regarde sa propre grand-mère est prédatrice. Il insiste pour qu'elle regarde le miroir, le lui enfonçant dans le visage pendant qu'elle hurle pour qu'il arrête. En quelques secondes, le démon entre dans le corps de Madame Zhang. Maintenant possédée, la créature qui était autrefois la propriétaire se retourne immédiatement et tue son propre petit-fils. La scène change pour un grand entrepôt situé au port. Alors qu'un ouvrier vérifie la météo, il entend les cris lointains de ses collègues affirmant qu'ils ont attrapé un tas de poissons monstrueux et anormaux. Alors que les hommes se rassemblent pour s'étonner de l'apparence étrange de la prise, un autre ouvrier à l'intérieur de l'entrepôt annonce qu'il est temps de fermer pour la nuit. Il demande à son collègue, le vieux Wu, de lui passer le registre d'inventaire, mais le vieux Wu reste silencieux. Les mains de l'homme deviennent visiblement d'un bleu maladif, ressemblant aux mains d'un zombie. Son collègue, remarquant la transformation, lui demande s'il se sent bien. Alors que l'ouvrier demande au vieux Wu s'il va bien, 3 hommes en costume entrent dans le hall et exigent de savoir si toutes les pilules de purification spirituelle de la ville sont stockées ici. L'ouvrier pointe les boîtes empilées, expliquant qu'elles ont déjà été commandées par des clients et suggérant que s'ils en veulent, ils devraient les acheter par les canaux officiels. L'ignorant,
Le chef du groupe ordonne à ses hommes de saisir toutes les boîtes. Lorsque l'ouvrier tente de les arrêter, le chef l'attaque, le rendant inconscient en quelques coups de poing. Il ordonne ensuite à ses compagnons de se dépêcher car il manque de temps. Soudain, une main sort de sous une table et attrape la jambe du meneur. Alors que l'homme se débat pour se libérer, il réalise que la main appartient au vieux Ho, qui s'est complètement transformé en zombie. La créature commence à attaquer les malfrats. Il riposte, mais le vieux Ho a déjà réussi à infecter le premier homme. Alors même que le chef continue d'ordonner à ses hommes de sécuriser les médicaments, des changements visibles commencent à se manifester dans son corps alors qu'il commence lui aussi à se transformer en zombie. Notre protagoniste entre dans l'entrepôt à ce moment-là, déclarant que puisqu'il a acheté toutes ces pilules avec son propre argent, ils ne peuvent pas simplement les voler. Il demande aux hommes pourquoi ils sont si pressés de mourir. L'un des hommes rétorque que ce port et tout ce qui l'entoure appartient à leur patron, conseillant à Xiaoyan de livrer les pilules en échange de n'importe quelle somme d'argent qu'il désire. Notre héros refuse l'offre et les avertit de partir immédiatement ou d'en subir les conséquences. Les pillards lancent une attaque, mais notre protagoniste disparaît dans les airs. Un instant plus tard, on le voit debout au sommet des boîtes de pilules de purification spirituelle. Il ouvre une caisse supérieure, révélant des provisions alimentaires comme du poisson et des crabes, et demande d'un hermoqueur si cela aussi appartient à leur patron. Le chef, qui perd rapidement son humanité à cause du virus, lui demande ce qu'il veut d'eux. Xiaoyan leur dit qu'il apprend simplement à voler auprès des experts. De loin, on peut voir la lueur d'un feu jaillir de l'entrepôt. La scène se déplace vers un manoir luxueux où une femme est assise sur un canapé, interrogeant ses hommes sur la façon dont ils ont échoué à récupérer les médicaments d'un seul garçon. Un homme explique que Xiaoyan n'est pas une personne ordinaire, le décrivant plutôt comme un monstre. Il raconte comment notre protagoniste les a chassés de l'entrepôt, et quand ils ont réussi à rouvrir les portes, l'installation entière était vide. Il note qu'il est physiquement impossible pour un seul garçon de transporter autant de marchandises seul en si peu de temps. La femme demande le nom du garçon, et il l'informe que le reçu l'identifie comme étant Xiaoyan. Elle commence à se demander s'il pourrait être un utilisateur de compétences, plus précisément avec une capacité de stockage. Alors qu'elle contemple cela, l'homme infecté à côté d'elle perd le contrôle et achève finalement sa transformation en un véritable zombie. La femme mystérieuse ordonne à ses ouvriers de brûler immédiatement l'homme infecté, expliquant que même les pilules de purification sont inutiles une fois que la transformation commence. Elle les avertit strictement d'éviter de le toucher ou d'entrer en contact avec son sang. Soudain, le zombie se jette sur elle, mais elle révèle ses propres pouvoirs latents. D'un claquement sec de doigts, d'épaisses branches d'arbres traversent la fenêtre à grande vitesse, empalant le corps du zombie et déchirant sa chair. Ces hommes regardent en état de choc absolu, réalisant que leur patronne est aussi l'un de ces êtres doués. Elle les informe froidement que ce n'est que le début, leur ordonnant de mobiliser plus d'hommes et de continuer la recherche d'armes. En regardant par la fenêtre, elle réalise que le monde est à quelques instants de l'effondrement total. La scène change et montre une main tenant une poignée de pilules de purification. C'est la main de notre protagoniste. Xiaoyan demande à sa sœur de prendre le médicament, détaillant soigneusement les mesures de sécurité nécessaires qu'elle doit suivre. Pendant que Xiaoyan écoute attentivement, elle demande ce qui va réellement arriver à leur monde. Notre héros lui dit qu'ils doivent partir et promet de lui révéler toute l'histoire en chemin. Alors qu'ils traversent le couloir de leur immeuble, l'atmosphère est suffocante. Xiaoyan explique que cette lourdeur est due aux esprits maléfiques qui deviennent visibles aux yeux des humains. Des cris et des voix affolées commencent à résonner depuis les appartements environnants alors que le frère et la sœur passent. À proximité, Madame Zagne, qui ne s'est pas encore entièrement transformée en monstre, erre dans son couloir en murmurant que tout dans ce monde lui appartient. Elle crie aux voisins d'arrêter d'errer avant de sortir de sa chambre, ignorant les pétards qui brûlent et se consument encore dans son appartement. La scène change pour montrer Rulan et sa mère debout devant l'immeuble de Xiaoyan. Rulan se vante que la propriété est enfin à elle maintenant. Au même moment, notre héros et sa sœur montent dans un taxi pour se diriger vers leur destination. Tandis que la mère de Rulan exprime son inquiétude pour leur sécurité, Rulan la rejette, affirmant qu'elle ne se soucie pas du danger car elle peut compter sur Xiaoyan. Il est révélé que Rulan a subi de nombreuses chirurgies reconstructrices et un relooking de style Sakura pour améliorer sa beauté. Sa mère est certaine qu'avec ce nouveau look, elle regagnera sûrement son emprise sur notre protagoniste. Elles aperçoivent son taxi démarrer et commencent immédiatement à le suivre, désespérées de ne pas perdre de vue ses capacités. Elles arrivent finalement à l'entrée d'un zoo où un homme se dispute avec un employé parce qu'un animal a attaqué son fils. Alors que le frère et la sœur entrent dans le parc, Xiaoyan demande pourquoi ils sont venus dans un tel endroit, suggérant que si les gens se transforment en zombies, ils devraient trouver un endroit sûr pour se cacher. Notre héros choisit de ne pas partager les détails de ses souffrances passées pour la protéger de la douleur de ses souvenirs, il se contente donc d'être d'accord avec elle pour le moment. Cependant, il explique que se cacher ne peut pas leur sauver la vie longtemps et qu'ils ont besoin d'une vraie force pour survivre. Notre protagoniste lui dit que dans l'apocalypse, tout peut arriver, et qu'il ne peut pas la protéger à tout moment. Il insiste sur le fait qu'elle doit développer sa propre force pour se protéger. Les yeux de Xiaoyan s'illuminent d'une nouvelle détermination. Elle dit avec enthousiasme à son frère qu'elle veut vraiment devenir plus forte car elle n'a aucun désir de rester un fardeau pour lui dans les jours dangereux à venir. La scène se déplace sur Rulan et sa mère qui suivent furtivement le frère et la sœur à travers le parc.
Elles sont toutes les deux confuses, se demandant ce que Xiaoyan et Xiaoyan font réellement dans un zoo. La mère de Rulan suggère qu'elles organisent une rencontre fortuite, convaincue que la beauté chirurgicalement améliorée de Rulan le charmera instantanément. Alors que Rulan commence à retoucher son maquillage, les animaux environnants commencent à s'agiter. Leurs yeux sont devenus d'un cramoisi prédateur, et ils grognent d'une faim qui se fixe directement sur Rulan. Notre protagoniste et sa sœur arrivent à l'enclos des tortues. À l'intérieur du talisman, Sudaji informe Xiaoyan que quelque chose de très spécial est présent car elle peut sentir une odeur unique et ancienne. Le démon ours noir ajoute que l'entité est malodorante et coriace, possédant une durée de vie dépassant de loin même celle des ours noirs. Le regard de Xiaoyan se pose sur une gigantesque tortue ancienne nommée Nan Nan dont l'âge documenté est de plus de 100 ans. Il se souvient de sa vie passée que lorsqu'un dieu descendant a tenté de passer cet endroit précis, la tortue a refusé de bouger et a même mordu l'entité divine. Malgré le pouvoir du dieu, il fut incapable de blesser la tortue le moins du monde. Xiaoyan réalise que s'il peut obtenir la protection de cette tortue pour Xiaoyan, il sera libre d'agir sans s'inquiéter constamment pour sa sécurité. Il l'appelle Maître Tortue, mais la créature reste immobile. Pour provoquer une réaction, il manifeste ses pouvoirs du lotus rouge et songe à voix haute qu'il a faim et qu'il mangerait bien de la soupe de tortue. La tortue parle enfin, remarquant que les humains sont incroyablement impatients. Elle demande pourquoi il ressent le besoin de la menacer au lieu de simplement demander de l'aide. Xiaoyan lui dit sans détour qu'il n'a pas de temps à perdre car le monde est en train de finir. Il se présente, ainsi que Xiaoyan. En entendant la fille l'appeler Nan Nan, la maître tortue devient inhabituellement timide, expliquant que le nom n'est qu'une coïncidence et qu'elle a en réalité vécu 3000 ans, un simple clin d'œil pour elle. À l'intérieur du grand enfer, Sudaji et l'ours noir deviennent surexcités, complotant pour absorber l'essence spirituelle de la tortue afin de prolonger leur propre vie de 100 ans. Xiaoyan ignore leur cupidité et demande à Nan Nan de protéger sa sœur, s'enquérant de ce qu'elle veut en échange. La tortue note que la lune rouge s'emparera du ciel aujourd'hui, et que tout est déjà en train de sombrer dans le chaos. Elle lui demande de protéger les autres tortues de l'exposition. Xiaoyan propose de toutes les déplacer dans la grande prison mortelle, où il leur construira un étang. En entendant le nom du grand enfer, la maître tortue devient furieuse. Elle réalise qui est Xiaoyan et crie qu'un garçon comme lui ne peut absolument pas contrôler une prison aussi dangereuse, avertissant qu'une seule erreur de sa part pourrait causer des dégâts 10 fois pires que ceux des dieux de l'Apocalypse eux-mêmes. Elle le met au défi, déclarant que s'il peut supporter tout son poids, elle acceptera de l'aider. Xiaoyan accepte le défi immédiatement. L'énorme tortue déplace son poids sur lui, faisant hurler de terreur Xiaoyan pour son frère. La scène revient à Rulan et sa mère, toujours à la recherche du frère et de la sœur. Soudain, un alpaga mutant se jette sur Rulan et lui arrache sa perruque de la tête. Alors que Rulan crie à l'animal de lui rendre ses cheveux, l'alpaga lui crache directement dans la bouche ouverte.